Alors, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de nous permettre d'exposer quelques cas d'élastomère divisés des arts métiers. Et à travers ces cas, nous allons pouvoir dévoiler nos interrogations qui rejoignent sûrement les vôtres dans la salle ou en ligne. Donc avec ma collègue Isabelle Astic, nous allons vous présenter la difficulté pour nous d'identifier et de recenser les élastomères dans nos collections. Puis nous développerons quelques actions mises en place sur différents types d'objets pour mieux les conserver. Donc vous allez voir que ces objets sont issus des collections de transport, comme des cycles, de l'automobile ou de l'aviation, et aussi des collections d'instruments scientifiques, d'informatique et de communication. Alors, en guise d'introduction, nous avons souhaité vous présenter les questions que nous pose une machine telle que celle-ci. Donc, il s'agit d'un calculateur EAI 2800 hybride qui date de 1965. Il a été utilisé jusqu'au début des années 2000 par l'entreprise MBDA pour la simulation de vol de missiles RR, notamment pour leur conception. Voilà, donc les questions que nous posons aujourd'hui concernent la partie centrale de cette machine. Voilà, ici, elle est caractérisée par les tableaux de connexion que vous retrouvez en fait horizontalement ici. Comme le montre donc cette photographie à droite, ces tableaux de connexion sont constitués de plaques trouées dans lesquelles les fiches sont introduites pour relier différents circuits électroniques qui se trouvent à l'arrière des plaques, donc dans le calculateur. Et en fait, ces fiches en fichier constituent le programme du calculateur. Donc, ces fiches sont dans un matériau souple artificiel. Peut-on en déduire de façon sûre que nous sommes en présence d'élastomères? C'est la question. C'est la question qui nous inquiète pour justement toutes les questions de conservation préventive, donc c'est lui à gérer. Voilà. Certains élastomères, notamment ceux mis en œuvre pour les câbles, se dégradent en sointant. On en a des expériences, on le verra dans les collections, voire en coulant. Faut-il alors ôter les fiches des tableaux de connexion afin de les conserver séparément dans un lieu adéquat? Mais ce qui fait sens ici, c'est justement l'emplacement où elles sont introduites dans le tableau. Donc, les enlever ferait perdre une information essentielle, celle du programme mis en œuvre. Si nous décidons alors de les garder en état, est-ce une bonne idée de conserver ces tableaux en position horizontale? Les conserver ainsi éviterait sans doute l'élongation des câbles, mais ne serait-ce pas dommageable pour les tableaux eux-mêmes conçus pour être utilisés et conservés en position verticale? Comment concilier donc le conditionnement et la signification, la conception de l'objet? Voilà, une des questions que nous nous posons. Les réponses ne sont pas simples, on l'a vu tout aujourd'hui, on s'en doutait un peu. Et il nous faut nous demander si conserver les élastomères au musée des arts et métiers est une mission possible ou impossible. Donc, une des questions qu'on se pose devant un objet, c'est quel est le matériau, en fait, en quoi est-il fait? Donc, certaines inscriptions présentes sur les objets peuvent nous renseigner. Ici, vous avez un câble de micro-ordinateur qui était référencé dans notre base de données plastique-caoutchouc dans le champ matériaux. Et en fait, la mention dont on voit légèrement H05BB-F, qui correspond à un code Sénélec normé, indique que la gaine extérieure est en PVC et donc que ce n'est pas un élastomère. Donc, il nous faut donc revoir la liste des matériaux de cet objet et ce n'est sans doute pas le seul dans nos collections et dans la base de données. Donc, il existe aussi d'autres types d'inscriptions sur les œuvres. Donc, vous voyez ici sur les deux photos du bas, un cale-pied de marque Tirfort et un pneumatique Michelin qui appartiennent à une motocyclette Triomphe. Donc, ces marques de constructeurs sont moulées sur le caoutchouc et peuvent orienter nos recherches. En effet, on peut essayer de connaître la liste des matériaux mis en œuvre grâce à des recherches historiques donc sur les constructeurs, donc ici Tirfort ou Michelin, sur les brevets d'invention, sur les documents accompagnant un objet comme les modes d'emploi, la documentation technique et dans la littérature scientifique et technique. Donc déjà, grâce aux inscriptions, il est possible d'identifier le matériau de nos objets, les matériaux de nos objets. Autre question, est-il possible de soupçonner l'existence d'un élastomère en fonction de l'usage qui en est fait? Ce sont des questions qu'on a eues ce matin. Cette machine à trier, donc, qui est ici donc, en haut à droite, qui fut construite entre 1950 et 1990, comporte une courroie en blanc donc, sur la photo qui servait à guider les enveloppes le long du processus de tri. La souplesse et la résistance nécessaires à sa fonction permettent-elles d'affirmer que la courroie est réalisée en élastomère?
Nous n'avons que des questions. Alors, des questions qu'on s'est déjà aussi posées ce matin et on n'a pas trop eu de réponse. Enfin, c'était, je vais reprendre un peu. Donc, on s'est demandé si certains élastomères, comme sur ce levier de frein de bicyclette, pouvaient avoir des détériorations caractéristiques, comme par exemple des fentes typiques ou une couleur, un jaunissement ici, par exemple. Sur cette pédale du vélo Solex, on a un réseau de microfissuration. On se demande aussi si ça peut être typique d'un élastomère particulier, bon, apparemment non. Ensuite, là, on a pris l'exemple d'un soufflet de tringlerie de boîte de vitesse qui vient d'une automobile 4 chevaux. Donc, vous voyez que ce petit soufflet s'est déformé, a commencé à fondre et se fendiller. Et donc, on se demandait aussi si ça pouvait être typique d'une dégradation d'un élastomère. Donc, en tout cas, de ce qu'on a entendu ce matin et de ce qu'on pensait, on en a conclu que le plus simple pour identifier un matériau, c'est de faire une analyse en laboratoire. Donc, c'est ce qui avait été fait pour le flotteur de l'aéroplane Blériot 11, qu'on a parlé aussi ce matin. Ce flotteur était positionné en fait à l'arrière d'un fuselage de l'aéroplane qui a traversé la Manche, c'est celui qui a traversé la Manche le 25 juillet 1909. Il devait permettre à l'appareil de rester à flot en cas d'amérissage forcé. Le flotteur a été restauré à l'occasion de l'exposition qui a eu lieu pour les 100 ans de la traversée de la Manche. Et il a été retrouvé en réserve dans un état très dégradé, plié dans une caisse. Donc, avant restauration, il a été demandé au laboratoire de recherche des monuments historiques d'identifier les matériaux qui le constituaient. Alors, différentes analyses ont été réalisées à partir de prélèvements qui ont été faits sur le flotteur. Donc, vous voyez là en détail, il tombait vraiment en morceaux par endroits, donc c'était facile de faire des prélèvements. Donc, je vous lis la conclusion générale de l'analyse des matériaux trouvée dans le rapport du LRMH. Donc, l'enveloppe du flotteur est composée d'un assemblage de 2 toiles de coton enduites de caoutchouc vulcanisé sur ses 2 faces. La couche externe du flotteur a été colorée avec les oxydes rouges de fer. De plus, il y a la présence d'une très fine couche de talc prise entre les 2 couches de caoutchouc dans la zone de collage. Une bande de couleur jaune sur l'enveloppe externe semble contenir des lipides. Donc, dans ce cas précis du flotteur du Blériot 11, l'analyse a bien confirmé la présence d'un élastomère de caoutchouc. Alors, heureusement, nous avons aussi les restaurateurs et les restauratrices qui nous aident à identifier les matériaux, comme ce fut le cas lors de l'étude préalable de l'automobile 4 chevaux, qui a été réalisée à l'occasion de l'exposition Permis de conduire, enfin, en amont de l'exposition Permis de conduire, qui s'est tenue au musée donc, dernièrement. Cette étude préalable a été confiée donc, à un groupement de restaurateurs spécialisés et le rapport de restauration finale nous a permis d'enrichir la liste des matériaux qui se trouvaient dans notre base de données et nous a permis aussi d'établir en fait des fiches matériau par matériau en indiquant où étaient situés ces matériaux. Par exemple, le plastique, le caoutchouc naturel se trouve dans les trains arrière et avant, les gaines électriques, les pneumatiques, la sellerie, les accessoires. Le caoutchouc synthétique, le butadiène et le styrène ou le butyl se situent dans la batterie ou au niveau des roues. Et la gomme, lac et le latex sont essentiellement dans les gaines électriques. Alors, enfin, il nous semble indispensable pour réaliser ce travail d'identification dans nos collections de se former. Donc, de nombreuses formations peuvent nous apprendre beaucoup sur les matériaux des collections. Et je voulais citer notamment les sessions de formation organisées par l'INP. Et l'année dernière, par exemple, en 2002, j'ai eu la chance de suivre une formation sur les matières plastiques dans les collections. Et vous voyez sur la photo de gauche une de ces sessions de formation pendant laquelle nous avons pu observer de nombreux matériaux plastiques et élastomères en dégradation pour essayer de s'entraîner un petit peu à les reconnaître. Je pense aussi à d'autres journées d'études qui peuvent servir un peu de formation, comme la journée d'aujourd'hui, mais aussi les journées organisées par la SFIC et aussi les soutenances publiques des mémoires des restaurateurs de l'INP qui présentent souvent des traitements innovants. Donc, sur la photo droite, vous pouvez voir une démonstration d'une utilisation d'un appareil spectromètre IRTF portatif autour justement d'une formation de l'INP.
vous reconnaîtrez peut-être la personne qui faisait cette démonstration. Donc, nous nous sommes rendus compte que cet appareil, qui paraît quand même assez complexe, mais n'est peut-être pas totalement inaccessible, pour essayer d'analyser certains matériaux à condition de se former. Donc, je voulais vous prévenir que nous allons peut-être essayer d'investir dans l'achat d'un de ces types d'appareils avec l'aide financière du DIN-PAMIR l'année prochaine ou l'année encore après. Donc, le DIN-PAMIR, c'est le réseau de recherche francilien dédié à l'étude des sciences du patrimoine. Et nous pouvons postuler avec l'aide d'autres institutions en montant un consortium. Donc, je voulais prévenir que nous allons sûrement faire une déclaration d'intention l'année prochaine ou l'année suivante. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant si cela vous intéresse, dans la salle ou en ligne. Alors, une fois que les élastomères ont été identifiés, il nous paraît indispensable de les signaler sur les notices des œuvres. Et là, pour nous, commence la problématique du thésaurus de notre base de données. Un peu les mêmes questions que nous en a parlé en début d'après-midi ou même ce matin. Voilà. Vous avez en haut le thésaurus existant avec donc une séparation en matériaux organiques et matériaux synthétiques. Donc, en matériaux organiques, vous voyez que au centre, vous avez les matériaux organiques développés. Et vous voyez qu'il y a un problème puisque l'élastomère est classé dans la rubrique de caoutchouc. A priori, on a compris, voilà, c'est un peu séparé. À droite, le développé des matériaux synthétiques. Bon, là, vous avez aussi un autre souci avec l'élastomère qui est à côté des caoutchoucs, donc il n'y a pas de cohérence de toute façon entre les deux. Et puis, l'ébonite, bon, qui apparaît en résine synthétique. Donc là, on se posait la question de savoir si c'était bon ou pas. Enfin, on a encore des questions. Donc, on se posait des questions aussi par rapport aux terminologies résine synthétique, résine naturelle. Comment est-ce qu'elle se pose par rapport, enfin, quel endroit on les met par rapport au caoutchouc et l'élastomère. Enfin, voilà. Donc, on a travaillé sur un thésaurus toutes les deux, donc en faisant cette préparation à la présentation. On s'est dit, bon, il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, voilà. Donc là, on est en train d'essayer d'élaborer et de modifier notre thésaurus, qui n'est pas très facile. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu mis de l'ordre dans les rubriques. Donc, par exemple, maintenant, il y a un type de rubrique qui est à l'estomère, avec une liste des différents élastomères qu'on peut trouver dans nos collections, dans les matériaux organiques et dans les matériaux synthétiques. Là aussi, on a essayé de reclasser un petit peu les matériaux, mais on a encore beaucoup de questions. Donc, on attendait impatiemment cette journée pour être un peu plus sûr de nous et avant de proposer des changements à notre administrative de base de données. Alors, donc les dégradations que nous rencontrons sur les élastomères de notre collection sont très variées. Donc, rapidement, on va vous présenter quelques cas qui nous ont posé problème et les procédures actuelles de conservation préventive que nous avons mis en place. Alors, reprenons l'exemple de notre flotteur d'avion, du Blériot 11. Donc, il a été restauré pour l'exposition, Isabelle l'a expliqué. Donc, suite à l'exposition, il n'a pas pu rester dans l'église car il a été jugé vraiment trop fragile. Il a été rapatrié aux réserves, donc trop fragile pour supporter la luminosité de l'église. Donc, il est conservé aux réserves, là vous voyez en bas à gauche, sur son socle, sous un capot plexi, avec en plus une bâche pour le protéger encore plus de la lumière. De plus, il a été décidé de mettre en place un traitement d'absorption des polluants. En effet, une restauratrice a conseillé de mettre en place ce traitement avec des charbons actifs, car on craignait que les polluants, soit du flotteur lui-même, soit des deux ballonnets gonflables qui se trouvent à l'intérieur, puissent dégager des polluants et donc accélérer la dégradation du flotteur. Donc voilà, il a été posé des boîtes de charbon actif à l'intérieur, ainsi que des coupons métalliques pour essayer de suivre s'il s'oxyde, s'il y avait une oxydation sous le capot plexi. Donc, nous réalisons des surveillances semestrielles pour inspecter le charbon et photographier les coupons, les boîtes et le flotteur. Là, vous voyez un de nos collègues qui regonfle aussi le flotteur, car c'est une autre mesure de conservation préventive. Il faut régulièrement regonfler les deux ballonnets qui se trouvent à l'intérieur pour éviter que le flotteur ne s'affaisse. Alors, certains élastomères ont tendance à suinter, voire à couler. Vous avez ici, donc, complètement sur la gauche, l'exemple d'un micro-ordinateur Macintosh qui était présenté dans une vitrine du musée.
à côté d'une fenêtre. Nous supposons que la chaleur ou la lumière ou les deux, vraisemblablement les deux, a dégradé l'état des patins en élastomère qui se trouvaient dessous. Donc, on a retiré l'appareil de la vitrine et on l'a posé sur le côté sur une étagère. Mais bon, bien sûr, la dégradation a continué et a fait disparaître en fait quasiment les patins. Donc, sur d'autres machines qu'on avait en vitrine, en fait, on a qui commençaient à se dégrader. Donc, on a carrément enlevé les patins qui se trouvaient sur les machines pour éviter qu'elles ne l'abîment, d'une part que les patins allaient disparaître, et puis pour éviter qu'ils n'abîment d'autres ordinateurs qui étaient en dessous. Donc, du coup, on a, pour ceux qui n'étaient pas présentés, on a donc réalisé un conditionnement donc, sur les conseils donc, de restauratrice ici présente, Sylvie, je ne savais pas. pour en fait éviter donc que les sointements fassent coller des objets les uns aux autres et ne provoquent éventuellement des problèmes sur d'autres objets. Donc, ces conditionnements dans du papier de soie permettent d'une part de visualiser voilà, les dégradations qui se trouvent à l'intérieur et donc de voir quand elles démarrent et éventuellement de changer donc, le conditionnement et le papier de soie. Il n'y a que pour les câbles donc, qui sointent comme ceci, c'est un peu difficile parce que c'était long en fait, à réaliser ce conditionnement, entourer les câbles de papier de soie. D'autre part, on crée un effet un peu spaghetti dans les casiers où sont conservées les machines. Et troisième question qui nous embêtait un peu, c'est que certains câbles sont très longs. Et en fait, quand on prend une machine, on a toujours des câbles qui traînent et on risque de marcher dessus. Donc, du coup, on a adopté un autre système de conditionnement, donc sur un autre conseil, et que Sylvie a réalisé, sont des pochettes en papier coloré, dans lequel, en fait, on va mettre le câble replié sur lui-même en faisant attention à ne pas le contrarier, en fait, dans son pli, et avec maintenu par des ficelles de lin ou de chanvre lâches pour ne pas entamer l'élastomère. Et ainsi, en fait, on arrive à les conserver de façon ramassée et on a moins ce problème en fait, de fils qui traînent et qu'on risque d'abîmer et qu'on risque du coup de tordre, comme ça a été le cas ici. Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais en fait, c'est la même idée. En plus, bon, pour les questions de présentation d'exposition, c'est aussi plus simple d'avoir ces pochettes. C'est moins disgracieux que des tas de fils à l'arrière. Alors, une autre technique de conservation préventive qu'on met en place au musée, c'est le soclage. Donc, pour éviter la dégradation des pneumatiques qui notamment s'écrasent, là, on vous a mis en haut à droite un certain nombre de très beaux spécimens d'écrasement de pneus sur différentes bicyclettes qui n'ont jamais eu la chance d'être soclées. Donc, vous voyez là, je pense que c'est typique, l'écrasement du pneu et même l'élastomère qui tombe en poussière. Là, un pneu très déformé avec des trous, des fentes. Et à l'extrême droite, on a quasiment la disparition totale de l'élastomère. Donc, pour éviter cet écrasement, notre collègue Sébastien Delporte fabrique sur mesure des soclages conçus pour la manipulation, le transport, l'exposition permanente et le stockage en réserve. Donc, ils sont réalisés en métal soudé. Leur montant se fixe sur les axes des moyeux, sans rien percer, en utilisant les écrous et les rondelles d'origine des roues. Je vais résumer un petit peu les dernières diapos comme ça. Un deuxième cas de stockage qu'on peut vous présenter, c'est encore la cave chevaux. Donc là, c'est un stockage un peu plus compliqué. Il est en deux parties quasiment invisibles, de face ou de profil. Nous avons l'impression que la voiture repose sur ses roues, mais en fait, elle repose sur ces deux socles qui sont deux sortes d'arches. Donc, une qui suit la forme de l'avant-train et l'autre qui suit à l'arrière de la voiture avec deux berceaux pour soutenir une partie de la voiture. Donc là encore, c'est un soclage plus complexe, mais qui a été boulonné sur des trous déjà existants. Donc on n'a rien percé. C'est des trous d'origine qui provenaient lors du don de Renault d'un socle, d'un podium d'origine.
Alors, pour conclure, nous mettons donc en place des solutions de conservation préventive au musée des arts et métiers pour conserver nos élastomères, donc notamment des conditionnements spécifiques, des traitements et des sauvegages. Nous tenons à souligner l'importance de la veille sanitaire de ce type de collection. Alors, quelle veille sanitaire? Donc, lors des campagnes de récollement, lors des reprises d'inventaire, lors de suivis programmés ou lors de séances d'inspection des collections. Pour nous, le plus laborieux reste l'identification des élastomères et d'autres matériaux et leur recensement dans notre base de données. Merci de votre attention. Merci à vous. Alors,